Lorsque le patient, par exemple, se présente avec des ganglions déjà infiltrés de tumeurs, le fait de faire ces immunothérapies avant même d'enlever la tumeur semble beaucoup plus efficace. Comment l'IA est-elle en train de révolutionner l'oncologie ? Les concepts fondamentaux concernant la compréhension et le traitement du cancer changent en profondeur, mais quelle vision en émerge-t-il ? Et vers quel progrès nous mène l'oncologie de précision, cette nouvelle approche des cancers à la fois totalement individualisée et totalement collective ? Pour en parler, j'ai invité l'un des grands pionniers du domaine, Olivier Michéline, chercheur et clinicien, qui dirige le service d'oncologie de précision et le département d'oncologie des hôpitaux universitaires de Genève. Vous écoutez Parce qu'il faut bien vivre, un podcast d'entretien qui explore la jungle des défis contemporains. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, théologien, éthicien et ex-rédacteur en chef de la Revue médicale suisse. Bienvenue dans ce nouvel entretien. Bonjour Olivier Michéline. Bonjour Bertrand Kieffer. Les annonces de progrès en oncologie ont souvent été exagérées. Mais depuis quelques années, les innovations se succèdent et on assiste à un réel bouleversement. Olivier Michéline, vous êtes chercheur, acteur important de l'oncologie de précision. En quoi cette nouvelle discipline révolutionne-t-elle vraiment le traitement des cancers ? L'oncologie de précision, c'est une discipline qui monte en puissance depuis plusieurs années et qui correspond à la découverte de la complexité biologique du cancer. On se rend compte que le cancer d'un patient versus le cancer d'un autre patient, on trouve des différences de fonctionnement, des différences biologiques extrêmement importantes. Et on se rend compte que la classification par organe, qui reste bien sûr absolument valable, est parfois un peu mise en question par les découvertes de biologie fondamentale au sein de la tumeur. Donc l'idée, c'est de complémenter l'approche traditionnelle avec une approche qui est vraiment basée sur une analyse biologique extrêmement profonde du tissu et du coup de pouvoir proposer des traitements personnalisés à la carte pour la tumeur du patient. Il y a une chose qui manifestement a beaucoup changé, enfin en tout cas accéléré la révolution, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle autour des données qu'on avait. Et en même temps, ça a fait un changement de paradigme. La recherche se fait autrement. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les changements profonds de la manière de faire de la recherche en oncologie? Oui, c'est vrai que la capacité maintenant d'avoir accès à des données extrêmement larges change beaucoup la manière de procéder. Pour donner peut-être juste un exemple, les patients qu'on analyse maintenant, on fait des analyses sur des coupes de tissu tumoral et chaque image qu'on génère pèse des centaines de gigabytes, c'est l'équivalent d'un ordinateur actuel. Donc on se rend compte que il faut maintenant avoir des outils pour exploiter cette information extrêmement riche et l'intelligence artificielle est en train de devenir la pierre angulaire de ce type d'analyse. Alors c'est vrai que quand on a maintenant ces opportunités-là, on peut renverser un petit peu la manière de fonctionner en science où on ne part pas forcément d'une hypothèse extrêmement précise qu'on va essayer de confirmer ou infirmer par l'expérience, mais on peut essayer de trouver les hypothèses directement de l'ensemble des données. Et ça, c'est une approche qui est assez intéressante, qui s'appelle le data-driven research, donc la recherche basée sur les données, qui permet d'avoir des approches générales qui nous permettent d'avoir une vision très globale. Et lorsqu'on trouve des associations, des propriétés, on peut aussi se rassurer sur le fait qu'elles ont été directement confrontées à toutes les autres alternatives, puisqu'elles sont sorties de cette analyse non biaisée du set de données. Alors, il y a des risques qui sont associés à ces stratégies. Bien sûr, les outils maintenant d'intelligence artificielle sont capables de trop apprendre des données. Donc, il y a un risque de surapprentissage qui fait que les résultats qui sont trouvés sur un ensemble de données ne sont pas transportables sur un autre. Et ça, c'est bien sûr des choses qu'on doit tester. Donc, il faut obtenir des données différentes pour tester les hypothèses qui sont sorties du premier set d'analyse. Peut-être pour donner un exemple concret, je parlais de ces coupes de tumeurs qu'on analyse. Et
on a ces ensembles de données qui sont très larges et on utilise l'intelligence artificielle pour décoder le type de cellules qui sont présents dans la coupe de tumeur. Et puis aussi essayer de comprendre le réseau d'interaction. Quelles cellules parlent à quelles cellules et quelles s'excluent. Parce que être simplement à observer statiquement ce qui se passe, c'est pas la même chose que d'observer la dynamique à l'intérieur d'une tumeur. Exactement. Alors nous, on a une vision statique, puisque oui. c'est qu'une coupe. Mais par contre, on voit beaucoup d'événements différents sur cette même coupe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos programmes d'intelligence artificielle, ont trouvé certaines propriétés de l'interaction du système immunitaire avec les cellules cancéreuses ou avec d'autres types de cellules qui semblaient prédire si le patient allait répondre ou pas à un traitement d'immunothérapie. C'était des patients de mélanome. Et pour valider cette découverte, on a pris un ensemble de patients autres qui n'avaient pas été utilisés pour cet apprentissage et on a pu reproduire exactement les mêmes résultats. Donc en fait, l'intelligence artificielle nous a permis de pointer sur une propriété du système immunitaire dans le tissu tumoral qu'on a pu confirmer comme étant prédictif du bénéfice des immunothérapies chez les patients qui n'avaient pas été utilisés pour cet apprentissage. Donc ça, c'est un exemple où l'hypothèse est vraiment sortie de l'analyse des données et puis a pu être ensuite confirmée. Qu'est-ce que vous analysez en fait comme données? Donc là, vous parlez de ces cellules qui se trouvent à l'intérieur des coupes, enfin qu'on observe dans des coupes de tumeurs. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme données classiques à analyser en médecine de précision, en oncologie de précision? Il y en a une quantité. Absolument. Alors, initialement, on s'est beaucoup intéressé aux mutations des protéines, des différents éléments des cellules cancéreuses. Ça nous a permis de travailler avec des thérapies ciblées. On a pu trouver que certaines voies de signalisation... Alors, la thérapie ciblée par rapport à l'immunothérapie, quelle est la différence? Alors, la thérapie ciblée, c'est une thérapie qui va aller bloquer certaines voies de signalisation, certains composants cellulaires de manière extrêmement précise. Enfin, on le pense relativement précis. D'où le terme ciblé, ouais. Exactement. Alors, on se rend compte maintenant que c'est bien entendu pas aussi ciblé que ce qu'on espérait. Et ces thérapies vont vraiment aller contrecarrer des mécanismes qui fait que le cancer est un cancer. Et donc ça nous permet d'être très actifs contre la maladie cancéreuse. Par contre, on s'est vite rendu compte que toutes ces approches ciblées beaucoup ont le problème d'un échappement assez rapide parce qu'il y a beaucoup de systèmes parallèles dans une cellule, de redondance. Et lorsqu'on bloque un de ces chemin de signalisation, on en voit d'autres émerger. Donc ça, c'était une des limitations de la thérapie ciblée qu'on a vue assez rapidement. Et tandis que l'immunothérapie, elle s'intéresse à la réponse immunitaire aux changements qu'il y a dans les cellules cancéreuses. C'est une toute autre approche, au fond, de stimuler, enfin de voir comment le corps peut se défendre lui-même contre cette espèce de corps étranger qu'il a en lui. Voilà, exactement. L'immunothérapie, c'est une approche qui est complètement différente. On ne regarde pas directement les cellules tumorales, mais on essaye de stimuler le système immunitaire et en fait, surtout de lever des freins naturels du système immunitaire pour qu'il n'attaque pas le corps, puisque la cellule cancéreuse est finalement extrêmement proche du corps. Et donc, tous ces mécanismes de sécurité permettent à la tumeur, des fois, de passer sous le radar et de ne pas être détectée par le système immunitaire. Et les immunothérapies, maintenant, permettent d'enlever ces freins et puis de permettre au système immunitaire de retrouver sa force contre la tumeur parce qu'on sait qu'il est vraiment capable de faire un travail extrêmement impressionnant à détruire les cellules cancéreuses. Donc, l'avantage du système immunitaire, c'est qu'il est évolutif, il est adaptatif, c'est quelque chose qui va permettre de suivre l'évolution de la tumeur et d'amener jusqu'à l'éradication complète de la tumeur, on l'espère. Mais alors, quel est l'intérêt de regarder en détail la mutation tumorale, au fond de faire un séquençage génétique de la mutation, puisqu'il faut rappeler qu'une cellule cancéreuse, elle porte notre génome, mais un génome modifié. Donc, on s'intéresse à cette modification. Puis après, à regarder aussi le protéome, l'exome, enfin, toutes ces dimensions. Pourquoi est-ce qu'on regarde tout ça par rapport à une immunothérapie? Quel est l'intérêt? Alors, je pense qu'on a besoin de toutes les approches. On a besoin de ces approches
approche ciblée parce que la tumeur a en général besoin de certains de ces mécanismes de voie de signalisation ou d'autres mécanismes pour assurer sa croissance. Et la capacité de bloquer ces mécanismes est essentielle. On sait d'ailleurs que la plupart de ces mécanismes qui aident à la croissance tumorale ont souvent déjà un impact sur le système immunitaire. Très souvent, lorsqu'une tumeur acquiert une de ces voies de signalisation altérées, il y a des impacts sur le système immunitaire qui est directement empêché dans son action par cette mutation, par cette altération de la voie de signalisation. Avec votre équipe, vous venez de publier un article dans la revue Nature, dans une sous-catégorie de la revue Nature, un article vraiment important qui s'intéresse au micro-environnement tumoral et justement qui montre qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de ce micro-environnement qui empêchent le système immunitaire d'agir correctement. La tumeur, c'est un système extrêmement évolué qui se protège de l'action des anticorps, des cellules immunitaires. C'est assez extraordinaire de voir ça. Oui, absolument. La compréhension du fonctionnement du cancer a énormément évolué ces dernières années. On est passé d'une vision où on avait vraiment des cellules cancéreuses uniquement qui se comportaient de manière frauduleuse. Et en fait, on se rend compte maintenant que c'est tout un organe qui se comporte de la sorte. En fait, les cellules cancéreuses sont capables d'induire dans les cellules saines qui sont autour d'elles un comportement pathologique. Et un exemple très très intuitif, c'est celui de la longiogenèse tumorale. Lorsqu'une tumeur grandit, à partir d'une certaine taille, elle ne peut plus être nourrie par diffusion à partir des vaisseaux sanguins qui existent exactement. Et donc là, il faut qu'elle soit capable d'induire des nouveaux vaisseaux pour amener l'oxygène, le glucose pour sa croissance. Et ça, c'est une capacité qu'acquiert la cellule cancéreuse de pouvoir induire cette transformation dans les vaisseaux sanguins qui sont avoisinants pour assurer sa survie. Donc c'est probablement des mécanismes de sélection darwiniens qui vont amener la cellule cancéreuse à être capable d'utiliser le micro-environnement de cellules saines qui sont autour pour assurer sa croissance. Et donc ça, c'est une piste qui apparaît importante. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose au plan de la thérapeutique de ça ? Est-ce qu'on va finir par modéliser le comportement des tumeurs pour voir comment les attaquer ? Absolument, c'est le grand espoir. On se rend compte que le micro-environnement tumoral joue un rôle fondamental dans la réponse immunitaire. Il peut être suppresseur, il peut empêcher la réponse immunitaire de se faire ou au contraire la favoriser. Et bien sûr, le but des thérapies, c'est de créer un micro-environnement qui soit favorable à l'action des lymphocytes et des cellules immunitaires. Ce qui est aussi très important, c'est que les cellules cancéreuses, plus on les étudie, plus on les cartographie, plus on en trouve. Il y en a une quantité infinie parce qu'elles sont instables d'un point de vue génétique. Et donc, ça explique pourquoi c'est des cibles aussi compliquées. Le micro-environnement, les cellules saines qui sont autour, c'est pas du tout le cas. Ces cellules, elles restent des cellules saines, elles restent fonctionnelles. Elles sont simplement induites dans un état particulier par les cellules cancéreuses. Elles sont d'une certaine façon esclavagisées, ou exactement. Prises en otage. Ouais. Exactement. Mais comme elles conservent ce comportement de cellules saines, elles ont une capacité à fonctionner dans certains états qui est beaucoup plus limité. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça c'est beaucoup des travaux du professeur Michael Pittet, qui est le directeur du CRTOH à Genève. Qui travaille avec vous, oui. Exactement, on travaille beaucoup là-dessus. Et lui, il a découvert que le nombre d'états du micro-environnement était fini, mais fini avec un nombre très limité. C'est quelques dizaines, voire centaines d'états. Et ça nous ouvre des options thérapeutiques incroyables parce que peut-être qu'on peut trouver des médicaments, des drogues, des actions thérapeutiques qui vont faire passer un micro-environnement qui est défavorable à un micro-environnement qui devient favorable sous l'action d'une thérapie. Donc ça, c'est un des espoirs, c'est de travailler sur ce micro-environnement qui est plus stable, qui est formé de cellules saines pour essayer de reprogrammer cette partie de la tumeur pour que on arrive à ce que nos immunothérapies marchent le mieux possible. On décrivait autrefois le cancer comme une forme de chaos, de système complètement anarchique, désorganisé. Mais en fait, c'est pas le cas. Et il y a
c'est quand même aussi un système d'information, de communication, et où qui a un langage et qui a une forme de grammaire. Au fond, il y a des états. Enfin, c'est un peu ce que vous décrivez là. C'est qu'il y a différents états, entre autres du micro-environnement, qu'on pourrait essayer de comprendre à la manière d'une grammaire, non? Alors, c'est vrai que le cancer, un des événements essentiel, c'est l'instabilité génomique. C'est le fait que la cellule fait énormément d'erreurs dans son ADN au moment où elle se divise, et elle se divise extrêmement fréquemment. Donc ça crée des opportunités de tester toutes sortes de fonctionnements pathologiques au sein du cancer. Et c'est en fait ce qui nous pose le plus de problèmes. Lorsqu'on a une thérapie qui marche, il suffit que certaines cellules et déjà en elles la capacité de résister pour que ces cellules, petit à petit, reprennent possession de l'entièreté de la tumeur et nous mettent en échec. Alors, on aurait pu se dire, face à ça, qu'on n'avait aucune chance, que c'était, comme vous le disiez justement, le chaos. Et là, je pense qu'il y a des travaux fondamentaux qui ont été assez salvateurs. C'est notamment les travaux de Doug Hanahan qui ont formaliser en fait les traits essentiels qu'un cancer doit être capable d'effectuer pour être un cancer. Il doit être capable d'envahir les tissus environnants, il doit être capable de soutenir son flux de sang par justement ces néovaisseaux. Et finalement, quelle que soit l'instabilité, quel que soit le désordre au sein des cellules cancéreuses, si cet amas de cellules cancéreuses hétérogènes n'est pas capable d'effectuer ces traits fondamentaux qu'il a appelés hallmarks of cancer, eh bien la tumeur va simplement pas exister, on la verra jamais, où elle va disparaître. Donc ça, c'est une manière de réécrire la manière dont fonctionnent les tumeurs qui est d'une part extrêmement intéressante, mais d'autre part extrêmement utile, parce que ça nous permet d'aller cibler ces mécanismes essentiels qui sont nécessaires à la croissance de la tumeur. Et ça, c'est un des espoirs dans le futur, d'arriver à combiner des traitements sur différents de ces aspects essentiels, ces hallmarks, pour arriver à avoir une activité thérapeutique maximale. La révolution, ça a été effectivement les checkpoints. Ce sont en fait, c'est des anticorps qui vont aller se coller sur des récepteurs qui sont des récepteurs inhibiteurs du système immunitaire. Alors, typiquement sur les lymphocytes, qui sont les cellules, les globules blancs qui attaquent les tumeurs, on a des récepteurs qui sont des sortes de tours de contrôle qui vont prévenir un emballement des lymphocytes. C'est une manière d'empêcher qu'ils soient trop actifs, parce qu'il y a bien sûr un risque d'immunité contre le soi. Et en fait, ces checkpoints, ils sont capables de restaurer l'activité des cellules immunitaires, et ils ont eu un impact phénoménal dans le mélanome, puisqu'ils amènent à des guérisons dans à peu près 50% des mélanomes métastatiques. C'est quelque chose d'incroyable. On a tout de suite adopté l'immunothérapie. Enfin, il y a eu déjà sur l'arc lémanique de la recherche en immunothérapie de longue date. Puis c'est vrai que maintenant, de voir des patients évoluer aussi bien, je sors ce matin du tumor board du mélanome, où on voit des patients qui, 5, 10, 15 ans après les premières immunothérapies, sont toujours en réponse complète, n'ont plus de médicaments, et on sait qu'ils sont guéris dans une large fraction. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce qui est aussi assez exceptionnel, c'est que 15 ans après, on continue toujours à comprendre comment utiliser ces médicaments, ces checkpoints. On sait maintenant que la meilleure utilisation qu'on peut en faire, c'est de les utiliser le plus tôt possible lors de l'apparition du mélanome, dans des situations qu'on appelle néoadjuvantes, c'est-à-dire de donner le médicament avant même de faire de la chirurgie. Lorsque le patient, par exemple, se présente avec des ganglions déjà infiltrés de tumeurs, le fait de faire ces immunothérapies avant même d'enlever la tumeur semble beaucoup plus efficace. Et la raison pour laquelle c'est plus efficace, c'est que la tumeur étant en place, le système immunitaire peut mieux s'armer, mieux comprendre comment attaquer la tumeur que si on l'a enlevée chirurgicalement, et finalement il ne lui reste plus que des traces de la tumeur pour s'éduquer. Donc ça, c'est une vraie révolution qui a été testée dans le mélanome et qui est aussi en train maintenant d'arriver dans les autres types de tumeurs avec des résultats extrêmement encourageants dans un très grand nombre de tumeurs. C'est ça, disons, maintenant on est fasciné par ces progrès. Il y a des gens qui sont sauvés alors qu'avant ils étaient condamnés. Et
Pourquoi est-ce que d'abord ça marche bien dans le mélanome et d'autres types de cancers, mais pas dans tous? Et pourquoi même pour le mélanome, certains patients ne répondent pas? Actuellement, on est à quel pourcentage en gros de réponses vraiment favorables dans le mélanome? À l'heure actuelle, dans le mélanome, si on prend tous les patients métastatiques qu'on traite... Métastatiques, ouais. Donc c'est vraiment les patients sérieux, pour lesquels la survie, il y a encore quelques années, était négligeable. On arrive à plus de 50% de guérison. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est malheureusement pas aussi bien dans d'autres types de cancers, comme vous le disiez, et il nous faut comprendre pourquoi. Je crois que là, on se heurte de nouveau à cette complexité de la biologie. Tous les cancers ont différents mécanismes d'échappement au système immunitaire, donc il faut qu'on arrive à les décoder, à comprendre comment est-ce qu'on peut craquer le code de chaque tumeur et puis rajouter ce qu'il faut dans l'immunothérapie pour que les 50% de guérison qu'on a dans le mélanome, on puisse commencer à les voir dans d'autres types de tumeurs. Mais c'est vrai que cette analyse biologique très fine, ces mécanismes qui sont vraiment spécifiques à cette tumeur-là, ça nous amène vers l'oncologie de précision et le futur de l'oncologie de précision qui est l'immuno-oncologie de précision. C'est ce qu'on essaie de développer à Genève au HUG et à l'UNIGE avec une forte collaboration avec les PFL et un réseau suisse. On essaie vraiment de construire l'infrastructure pour pouvoir décoder comment fonctionne le micro-environnement, comprendre les mécanismes d'échappement de la tumeur du patient qui est devant nous, et puis essayer de proposer des traitements d'immunothérapie personnalisés pour la tumeur de ce patient. On a maintenant un arsenal thérapeutique absolument incroyable et en fait, on a dans de très nombreux cas la possibilité de bloquer tout ce qui nous paraît suspect chez un patient. Donc en fait, on n'est plus dans une situation où on a une sorte de désert thérapeutique et on ne sait pas quoi faire. On est plutôt dans une situation, enfin dans certains cas, où on a plutôt une pléthore et il nous faut sélectionner les agents qui risquent de faire mouche dans la tumeur du patient qui est devant nous. Et pour quelles raisons certaines tumeurs résistent vraiment à toutes ces approches? Il y en a quand même quelques-unes qui marchent vraiment moins bien. Quel est l'état de la connaissance de ça? Alors absolument, on a des tumeurs qui sont réfractaires, comme le cancer du pancréas, qui est un vrai souci, parce que c'est un cancer qui est en augmentation rapide. C'est un cancer qui va probablement passer comme le numéro 1 des tueurs dans quelques années, donc c'est un vrai souci. Cette tumeur est assez particulière, elle est très fibrotique, elle a un micro-environnement qui est assez particulier, et pour l'instant, on a vraiment beaucoup de peine à craquer ce code-là, à trouver comment cette maladie pourrait devenir sensible à l'immunothérapie. Il y a 2-3 signaux positifs, il y a 2-3 approches qui ont donné des résultats. Alors une très précoce, mais qui est quand même intrigante, c'est des vaccins ARN. Donc il y a différentes possibilités qui peut-être dans quelques années vont nous permettre d'avoir des approches d'immunothérapie même pour ces cancers réfractaires. Vous avez parlé tout à l'heure de tumor board. Qu'est-ce que c'est exactement un tumor board? Alors le tumor board, c'est vraiment la réalisation qu'on n'est pas assez fort tout seul et que pour vaincre un ennemi aussi complexe que le cancer, il faut être ensemble. Et être ensemble dans le tumor board, ça veut dire avoir plusieurs médecins qui font la même spécialité, simplement pour se challenger, pour se comparer. Il faut avoir des pathologues qui ont un rôle extrêmement important. C'est eux qui sont les spécialistes du tissu, c'est eux qui sont les spécialistes des mutations, donc ils vont nous aider énormément. Il faut de plus en plus, et ça c'est intéressant, avoir de nouvelles espèces, notamment des spécialistes de la donnée, des data scientists, des bioinformaticiens. Donc c'est tout un ensemble de spécialistes qui vont travailler de manière collégiale, essayer d'avoir une intelligence collective autour d'un problème incroyablement complexe qui est une tumeur qui a résisté à de nombreux traitements. Là, je parle du tumor board moléculaire qui intervient après échec des traitements standards pour arriver à trouver les meilleures cartes à jouer pour le patient dans sa situation actuelle.
Une des choses dont on peut être content sur l'arc lémanique, c'est d'avoir créé un tumor board moléculaire lémanique, Vosges-Genève, qui est ouvert au secteur privé. Et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. On a maintenant plus de 4000 patients conjointement qui ont été pris en charge et probablement plus de la moitié, ou en tout cas la moitié des patients sont des patients qui viennent du secteur privé. Donc on a vraiment une réussite de la collaboration autour de cet axe de l'oncologie de précision. Et autour de la collaboration de recherche au niveau suisse, là aussi, il y a des choses qui se passent. Oui, alors là, on a des gros projets nationaux. Il y a cette initiative importante qui s'appelle SPHN, le Swiss Personalized Health Network, qui a été lancée il y a plusieurs années. Et on a créé un réseau suisse qui implique les hôpitaux universitaires, les universités et les EPFL, et qui nous permettent de gérer les données de manière interopérable. Donc, on est capable maintenant de parler le même langage à Genève, Bâle, Zurich, Lausanne, et d'arriver à échanger les données. C'est extrêmement important parce que on parlait de la complexité du micro-environnement, du nombre de mécanismes d'échappement. Et en fait, grâce à cette mise en réseau de l'information, des connaissances, de nos images, des données de séquençage, des mutations et tout ce qu'il nous faut, bien, on est capable d'avoir la statistique, d'avoir les nombres pour trouver des petits ensembles de patients qui répondent extrêmement bien à une intervention plutôt qu'une autre, et donc à amener ensuite ce savoir dans tout le réseau. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a créé un tumor board moléculaire suisse où on a de nouveau les hôpitaux universitaires, les universités, des personnes de l'EPFL, de l'ETERA, qui viennent et qui nous aident à réfléchir. Donc, on réfléchit tous ensemble autour de questions de passion, de situations particulières. Et ça permet aussi que la Suisse parle le même langage, qu'on ne développe pas des outils à 60 km les uns des autres sans le savoir, et on essaie de rationaliser comme ça les développements nécessaires pour pousser l'oncologie de précision dans ses derniers retranchements. Et là, on est vraiment à la pointe mondiale en faisant ainsi. Justement, on a beau être un petit pays, on arrive à des choses assez extraordinaires. Alors, je pense que la Suisse peut être très performante, peut être très bien placée sous certaines conditions. Je pense que la condition sine qua non, c'est qu'on parle tous le même langage et qu'on soit tous coordonnés dans ces efforts, parce que sinon chaque centre suisse est beaucoup trop petit pour arriver à faire ça. Et ça, je pense qu'on est vraiment dans une très bonne voie. Un autre aspect aussi, c'est d'avoir un soutien au niveau régulatoire qui fait qu'on est capable, sous réserve bien sûr d'avoir répondu à toutes les questions éthiques, de sécurité, d'anonymisation et autres, mais une fois que tout ça a été fait, qu'on puisse vraiment exploiter au mieux cette connaissance commune pour arriver à faire des propositions de traitement les plus performantes pour les patients. L'idée de l'oncologie de précision, c'est de faire fi de la classification par organe, de se dire, on va aller regarder la biologie de cette tumeur, on va regarder cette biologie par des approches très larges, ces fameuses omiques, la génomique, la protéomique, et donc c'est vraiment des approches non biaisées, sans hypothèse, et on va aller chercher de l'information là-dedans. Et on peut se poser la question, est-ce que ça va à quelque part réduire à néant la classification par organe? Et la réponse est clairement non. La classification par organe reste absolument. Et probablement, ce qu'on a, c'est une matrice où par organe, on a des approches d'oncologie de précision. C'est-à-dire qu'on doit se poser des questions de biologie omique extrêmement larges, mais dans le contexte d'une maladie d'organe. Pourquoi ? Parce que l'organe a des propriétés particulières qui font que les cellules cancéreuses sont pas les mêmes que lorsqu'elles viennent d'ailleurs. Et puis, disons, le bagage d'une cellule du sein, du côlon, ou du poumon ou de la peau est pas le même, et ça, c'est un héritage qu'elle va traîner avec elle tout le long de l'évolution du cancer. Donc en fait, la vérité, c'est que les deux approches font sens, doivent coexister et doivent travailler main dans la main. Autrefois, il y avait un diagnostic qui était posé à un moment, on disait c'est un adénocarcinome de tel type, et puis au fond, le diagnostic était là une fois pour toutes. Mais maintenant, est-ce que le diagnostic ne devient pas quelque chose de plus continu, qui se précise avec l'évolution du cancer, avec sa manière de répondre ou non à un traitement ?
c'est une chose moins claire, le diagnostic d'un cancer. Absolument. Alors, le diagnostic reste. Le diagnostic d'un cancer du poumon qui est un adénocarcinome, ces aspects-là vont rester. C'est ce qu'on discutait de la classification par organe. Donc là, la pathologie de départ va rester. Mais par contre, c'est vrai que les altérations moléculaires, le suivi de la tumeur va impacter énormément les décisions suivantes. On a certains types de cancers, le cancer du rein, mais il y en a toutes sortes, pour lesquels on a bien décrit la séquence d'événements, de mutations, d'altérations, et la prise en charge peut dépendre de où on en est dans ces séquences. Et donc ça pose des questions importantes sur comment on suit les tumeurs, parce qu'évidemment qu'on peut pas biopsier les patients toutes les 3 semaines pour voir comment la maladie évolue. Et un des grands espoirs qu'on a maintenant, c'est ces fameuses biopsies liquides, où dans une prise de sang, on peut mesurer de plus en plus de choses. Et une des choses qu'on mesure assez facilement maintenant, c'est l'ADN circulant. Et cet ADN circulant, il est relargué par les cellules saines, mais aussi par les cellules tumorales. Et en fait, maintenant, il y a de l'ADN tumoral circulant qui nous permet de voir apparaître, par exemple, une nouvelle mutation ou de pouvoir voir si telle ou telle altération est présente. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut-être va nous permettre de faire du suivi thérapeutique et de nous aider à faire des propositions de traitement aux patients. Mais toute cette approche, il y a une autre conséquence, c'est qu'on est de plus en plus prédictif et préventif avec cette médecine moléculaire. Justement, on peut voir ces ADN circulants, il y a des marqueurs de cancer, mais si on cherche aussi, si on fait du séquençage génétique, on peut voir des facteurs de risque de faire tel ou tel cancer, on peut voir donc des prémices de cancer aussi. Il y a presque plus personne qui est en bonne santé à un certain âge, ou disons, chez tout le monde, il y a des inquiétudes à avoir, voire des débuts même de cancer. Et ce qui semble plus ou moins disparaître là-dedans, c'est la notion de santé, en tout cas de grande santé. Il n'y a plus personne qui est vraiment... À l'époque de Nietzsche, on parlait de la grande santé, où le médecin rétablissait l'intégrité de la norme, du normal. On en est très loin maintenant, et c'est devenu une espèce de flou, de continuum. Alors c'est vrai qu'on sait que notre corps emmagasine des mutations au cours de l'évolution. Par exemple, les patients fumeurs emmagasinent beaucoup plus de mutations dans leurs cellules saines. On sait aussi que des patients qui ont un cancer de la prostate, on sait que ce cancer va augmenter avec l'âge, la fréquence. On a même des études dans des cas d'autopsie où on a regardé les patients qui sont morts d'autre chose, où on a regardé la présence de cancer de la prostate chez des patients de plus de 85 ans. Et en fait, le risque de trouver une tumeur prostatique débutante est très élevé, c'est de l'ordre de 75%. Donc, on se rend compte que il y a des scénarios dans lesquels le cancer est vraiment extrêmement fréquemment la fin d'une évolution. Est-ce que ça veut dire que c'est une sorte d'évolution naturelle? Je crois pas. Je pense que il y a une discontinuité, il y a vraiment un point de bifurcation qui est l'instabilité génomique. Je pense que dès le moment où on a cette instabilité, à ce moment-là, on passe dans un tout autre registre. La tumeur a des capacités d'explorer des comportements pathologiques avec une rapidité déconcertante à cause de ce phénomène. Et du coup, on a vraiment un comportement qui est très différent. Donc, je pense que, bien sûr, le vieillissement, bien sûr, les mutations des cellules saines amènent à un terrain favorable. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un événement après ponctuel qui fait qu'on passe dans un autre registre dès qu'on perd la stabilité de son génome. Quels sont vos axes vraiment de recherche, vous et votre équipe à Genève? C'est toujours le mélanome, c'est les checkpoints, c'est le micro-environnement, qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais c'est l'immunothérapie de précision. En fait, c'est l'oncologie de précision et l'immunothérapie adaptée à la biologie propre de l'échappement immunitaire dans la tumeur de ce patient. Et pour ce faire, on travaille beaucoup sur le mélanome. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est extrêmement sensible au système immunitaire. Il y a aussi un avantage dans le mélanome, c'est que on a à peu près 50% des patients qui vont très bien répondre, 50% qui ne vont pas très bien répondre. Et lorsqu'on utilise de la science de la donnée, de l'intelligence artificielle, c'est
un point de départ assez favorable que d'avoir des classes qui sont déjà bien distribuées. C'est clair que lorsqu'on doit comprendre pourquoi des patients échappent au traitement et que c'est 1% de la population, c'est beaucoup plus compliqué que si on a ces classes qui sont mieux balancées. Donc on utilise beaucoup le mélanome pour ça, mais on utilise aussi d'autres tumeurs, le cancer du poumon, le cancer colorectal. Donc on essaie vraiment de créer un effort collectif avec beaucoup d'acteurs, des spécialistes de ces maladies au HUG, et puis aussi des scientifiques qui ont des expertises remarquables. On a notamment un des grands spécialistes, le Dr Sherman, qui travaille sur la chronobiologie, qui essaye de comprendre la susceptibilité des tumeurs, la régulation du système immunitaire en fonction de l'heure de la journée. Et là, il y a des résultats extrêmement intéressants parce que tout dans le corps humain, plus ou moins, a cette horloge biologique. Et donc, on essaie maintenant de voir s'il y a des meilleurs moments pour faire des immunothérapies que d'autres. Donc c'est vraiment un gros travail collectif de beaucoup de personnes impliquées, tant au niveau de la clinique que de la recherche. L'évolution de la science fait que maintenant, on peut se poser beaucoup de ces questions directement sur l'homme. Bien sûr qu'on a encore recours à des modèles souris, mais c'est vrai qu'on a maintenant des technologies qui nous permettent de comprendre, de se poser des questions de plus en plus fondamentales sur du matériel humain, bien sûr en respectant toutes les règles d'éthique et toutes les régulations. Un exemple, c'est un projet très intéressant avec la professeure Elisa Oricchio de l'EPFL, le docteur Petros Santulisa au HUG, qui travaille sur des organoïdes ou tumoroïdes. C'est des petits explants, des micro-cubes de cellules cancéreuses, de tissus tumoral, qui sont mis en culture et qu'on peut interroger de toutes sortes de manières, notamment en leur donnant des thérapies, mais en rajoutant après toutes ces couches d'analyse profonde de omique, de génomique, protéomique, d'images, pour comprendre comment la tumeur réagit à tel ou tel traitement. Donc là, on voit que maintenant, la science nous permet de répondre à des questions fondamentales de biologie aussi directement dans un contexte de maladie. Donc c'est vrai que les frontières deviennent très proches entre les différents domaines. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous au niveau des données? C'est d'avoir finalement qu'on séquence les génomes de toute la population, qu'on ait tous les protéomes, tout ce qu'on peut avoir comme données, y compris après des données cliniques, de voir comment les gens évoluent, et de mettre tout ça dans un système d'analyse de données, d'intelligence artificielle, et de voir qui évolue comment à partir de ça? Ou est-ce que ça ferait beaucoup progresser, ça, l'oncologie, par exemple? Alors, j'en suis absolument convaincu. Et peut-être le plus rationnel pour commencer, ce serait de mettre les données cliniques ensemble, c'est-à-dire les données de diagnostic, de ligne de traitement. Est-ce que le patient a répondu à cette ligne de traitement, oui ou non? Quelle était la survie du patient? Est-ce qu'il a été guéri? Où est-ce qu'il y a eu des métastases, toutes ces questions fondamentales. Et ça, c'était l'objectif de ce projet SPHN. Et on a maintenant une infrastructure qui nous permet de faire ça dans le cadre de projets. Par exemple, on peut collectionner tous les mélanomes de Suisse et puis voir comment ils ont répondu à un type de traitement, à plusieurs lignes de traitement. Donc cet effort, je pense qu'il faut le poursuivre parce que ça nous donne une capacité de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas dans notre arsenal thérapeutique. C'est aussi très important parce que c'est une manière de former des cohortes, des groupes de patients d'intérêt parce qu'ils répondent à une question clinique. Et puis ensuite, peut-être d'aller chercher de l'information complémentaire pour ces patients, notamment le tissu. Si on peut, dans la Suisse, créer une cohorte de 1000 patients atteints de mélanome, et qu'on veut comparer deux traitements qui ont marché ou pas, on peut bien balancer les groupes puisqu'on a accès à ces grands nombres. Puis ensuite, on peut se dire, OK, maintenant je veux comprendre la biologie là derrière. Est-ce que je peux prédire pourquoi ces patients ont répondu ou pas? À ce moment-là, on peut aller chercher les coupes de tumeurs et puis essayer d'apprendre, où on peut faire du séquençage, où on peut faire de la protéomique pour
comprendre qu'est-ce qui fait que certains patients répondent ou pas. Donc clairement, là, la mise en commun de cette information est absolument essentielle. Bon, en Suisse, on n'est pas les champions de la récolte de données cliniques, par exemple, avec le dossier électronique du patient qui est tout d'un coup en train de sombrer, en tout cas qui devrait évoluer vers quelque chose d'autre. Mais il y a encore cet autre problème qui est le problème de l'intelligence artificielle. On a certains types d'intelligence artificielle dans nos mains en Suisse, mais on dépend quand même aussi beaucoup de grandes plateformes technologiques, des big tech, souvent américaines. Il y a là un danger aussi de se faire capturer, au fond, notre indépendance, nos capacités de faire un travail d'intelligence artificielle indépendant et... Enfin, qu'en pensez-vous de ça? Alors, je partage le fait qu'il faut qu'on se positionne rapidement et fortement. Et ces essais de fédérer les données pour qu'on puisse ensuite construire de l'intelligence artificielle vont exactement dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un enjeu qui est absolument crucial, c'est le fait que lorsque les premiers outils d'intelligence artificielle qui augmente la survie des patients, qui augmente le bénéfice des traitements vont sortir, tous les centres hospitaliers, et moi le premier, on va vouloir et on sera obligé de l'utiliser. Parce que si c'est mieux pour le patient, il n'y a pas de question, on va l'utiliser. Si maintenant c'est un outil d'intelligence artificielle d'une compagnie XY, d'un pays autre, toutes nos données vont partir dans ce pipeline. Ce qui va faire que cet outil-là va avoir une validation de ses prédictions que personne d'autre ne va pouvoir obtenir. Et donc, il risque d'y avoir un phénomène où ce groupe-là va être irrattrapable pendant plusieurs années. Et ça, je pense que c'est un vrai souci. Et c'est quelque chose pour lequel la Suisse doit se positionner. Il faut qu'on ait maintenant une intelligence artificielle souveraine suisse pour pouvoir contrôler nos données, pour pouvoir contrôler comment fonctionne l'intelligence artificielle et être sûr que notre capacité à générer de l'IA dans les années à venir reste inchangée parce qu'on continue à avoir la main sur nos données. Et ça, c'est un des objectifs derrière le projet NAIPO, c'est le National AI Initiative for Precision Oncology, qui est un gros projet flagship de InnoSuisse qui implique les mêmes acteurs, les hôpitaux universitaires, les universités, l'EPFL qui est la Leading House et l'ETH. Et l'idée, c'est vraiment maintenant de capitaliser sur ces données standardisées, sur cette capacité qu'on a à parler le même langage en Suisse, pour construire de l'intelligence artificielle qui aide la prise en charge du patient du début jusqu'à la fin de sa trajectoire pour être sûr qu'on garde la main sur cette information essentielle et puis sur la capacité de comprendre comment l'algorithme fonctionne parce qu'on l'a créé nous-mêmes. La grande star de l'intelligence artificielle maintenant, c'est l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'elle joue un rôle en oncologie? Alors c'est vrai que sous le couvert d'intelligence artificielle, il y a énormément de stratégies très, très différentes. On utilise, nous, de l'intelligence artificielle qui sont ce qu'on appelle des vision transformers ou des différents types d'algorithmes qui sont des réseaux beaucoup plus petits que des chat GPT. C'est vrai que l'IA générative, notamment dans le texte, a montré, je pense, dans le grand public, la capacité de l'IA. C'est clair que la recherche a utilisé l'intelligence artificielle depuis longtemps. On a des papiers depuis 10, 15, 20 ans où on essaye d'utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que selon ce qu'on doit faire, l'intelligence générative est une bonne solution ou pas. Donc, on a vraiment une sorte de portfolio d'outils d'intelligence artificielle qui sont des réseaux plus ou moins larges en fonction de ce qu'on veut faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans la science fondamentale, notamment dans le design de médicaments, il y a maintenant de l'intelligence qui commence à arriver. Il y a un outil qui a fait beaucoup de bruit, qui est AlphaFold, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour
résoudre le problème du repliement des protéines, qui est un problème absolument incroyablement complexe. Quand je faisais ma thèse, je faisais des simulations de protéines pour essayer de les replier. Et puis l'espace des possibilités est tellement énorme que même avec des supercomputers, on n'arrivait pas forcément à replier des toutes petites protéines. Et donc c'est vrai que maintenant, AlphaFold fait un vrai nouveau départ. La performance par rapport à ces méthodes classiques est absolument incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise maintenant déjà dans le tumor board moléculaire. Lorsque on a une mutation, par exemple pour les thérapies ciblées, qui sort de notre séquençage, on a envie de savoir si cette mutation elle est là juste par hasard, parce qu'on parlait de l'instabilité génomique. Donc en fait, le cancer fait aussi des mutations qui ne lui servent à rien. Est-ce que c'est une mutation qui n'est pas utile au cancer, ou au contraire, est-ce qu'elle l'est? Et pour essayer de comprendre cela, on peut utiliser AlphaFold, remettre cette mutation dans le contexte de la protéine correctement repliée, regarder où l'inhibiteur irait se placer par rapport à cette mutation, où irait en fait le substrat de la protéine qui joue son rôle. Et en fait, on fait ça en temps réel dans le tumor board moléculaire pour essayer de faire la part des choses entre des mutations passagères ou des mutations qui sont vraiment causales de la croissance de la tumeur ou de la résistance à nos traitements. Donc là, c'est un exemple où l'intelligence artificielle est déjà à l'œuvre dans les tumor boards d'oncologie de précision en Suisse. Certains prédisent l'arrivée prochaine ou pas prochaine, mais disons l'arrivée une fois d'une intelligence artificielle générale. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un concept qui vous dit quelque chose? Oui, c'est des choses qu'on regarde de près parce que c'est vrai que c'est à la fois fascinant et un peu inquiétant. Je pense que la plupart des spécialistes, j'écoutais Hinton, le prix Nobel il n'y a pas longtemps, sont convaincus que ça va arriver. Les estimations, c'est 2, 5, 10, 15 ans. Certains disent que ce sera même encore plus rapide que ça. Qu'est-ce que ça va faire dans la société? Qu'est-ce que ça va faire en médecine? C'est quelque chose qui est pas simple. On a une étude qui est sortie dans le JAMA il y a quelque temps qui a comparé 3 groupes pour répondre à des questions cliniques complexes. Il y avait un groupe médecin plus IA et un groupe IA seul. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les médecins armés de l'IA faisaient pas forcément mieux que les médecins sans IA. Et dans cette étude-là, l'IA faisait mieux que tout le monde. Alors, c'est une étude, il y a plein de biais. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut pas du tout conclure que c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais ça montre que l'intelligence artificielle pourrait devenir tellement compétitive par rapport à l'homme qu'il faudra peut-être redéfinir un petit peu la position du clinicien dans les années à venir. Comment est-ce que on fonctionne le mieux avec l'intelligence artificielle? Ça va être vraiment le défi des prochaines années. Immense défi. Vous savez que le titre de ce podcast est « Parce qu'il faut bien vivre ». Et vous côtoyez quotidiennement pratiquement des personnes qui sont confrontées à leur finitude, qui se battent, qui luttent contre la mort. Comment vivez-vous cela? Ouais, c'est quelque chose qui est très, très particulier, qui est très... qui nous pousse à être très humble lorsqu'on est en échec thérapeutique, et une humilité aussi de voir comment les patients arrivent à conserver leur dignité, à passer à travers des lignes de traitement compliquées. Et c'est vrai que moi j'ai toujours en tête un tout jeune patient que j'ai suivi tout au début de ma clinique, et qui m'avait dit voilà, si mon mélanome revient, pour moi c'est terminé, je ferai appel à Exit. Il était enregistré à Exit. Son mélanome est revenu, on a beaucoup parlé, on a décidé de continuer, on a fait des traitements, et puis il m'a dit oui, si malheureusement la maladie atteint mon cerveau, je veux partir. C'est arrivé, on a continué à se battre ensemble, et puis de fil en aiguille, on a terminé aux soins palliatifs, où il était heureux d'avoir encore des jours pour que sa femme et sa fille puissent être là avec lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à finir sa vie parmi nous avec le maximum de sérénité possible que lui laissait la maladie. Et pour moi, ce qui était frappant là, c'est de voir ce qu'est le sens de la vie en fonction de ce que la vie donne comme latitude. Et je pense que
en fait, ce patient, il s'est vraiment recentré sur ce qui était essentiel pour lui, à savoir sa femme et sa fille, et que finalement, tout ce qu'il jugeait comme inacceptable au début sont des choses qui n'ont pas été, disons, des critères de décision de partir comme il pensait au début. Donc, je pense que c'est cette remarquable capacité de l'homme à s'adapter à ce que la vie, la nature nous laisse comme marge de manœuvre. Et vu de l'extérieur, c'était extraordinairement impressionnant de voir l'évolution de ce patient et puis de tout ce qu'il a fait pour rester le plus longtemps avec sa famille. Et l'impression qui était la mienne que au final, il a probablement vécu le mieux possible le temps que la maladie lui a laissé avec nous. Et pour vous, bien vivre, c'est cette acceptation, mais c'est aussi, dans votre vie, c'est aussi de chercher, de lutter, de creuser le questionnement. Oui, absolument. Je pense que de pouvoir travailler autour des patients, c'est un enrichissement de tous les instants, de pouvoir faire la navette entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, l'intelligence artificielle et les patients. C'est quelque chose qui génère une motivation de l'un vers l'autre et qui nous enrichit. Et puis c'est vrai que bien vivre, c'est essayer de trouver l'harmonie et peut-être la balance qui fait que on se nourrit des différents éléments et puis bien sûr les éléments personnels de vie familiale, de nos amis, de notre environnement qui fait que on a une vie riche à tous les niveaux et équilibrée. Olivier Michelin, merci beaucoup pour ce très très riche entretien. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parce qu'il faut bien vivre, avec mon invité du jour, Olivier Michelin, chef du service d'oncologie de précision et du département d'oncologie des HUG. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, théologien et éthicien. Merci de nous accompagner dans l'exploration des grandes questions de notre époque. Et à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast de la Revue médicale suisse.